Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet un petit peu particulier, annexe, toujours un petit peu à notre domaine des technologies, mais en tout cas plus lié à la finance dans le domaine des technologies. Alors, on va pas faire un truc d'expert. Ce n'est pas notamment à vocation d'expert que je présente ce genre de choses. Le but, c'est simplement de lancer la discussion, de présenter un petit peu un fait, finalement, et de vous dire un petit peu ce que j'en pense en tout cas autour de ça. Alors pourquoi c'est important cette vidéo? Tout simplement, c'est que ce qui se passe aux États-Unis à l'heure actuelle se passe un petit peu en Europe. En tout cas, arrive petit à petit en Europe, et avec les éléments qui ont mobilisé un petit peu la fin d'été, notamment vis-à-vis du coût de l'énergie, des matières premières, de l'électricité et du gaz, principalement l'électricité, on va dire, pour l'informatique, c'est ce qui est concerné en priorité, mais qui est interconnecté finalement au gaz. Eh bien, ça risque finalement ces difficultés que rencontre à l'heure actuelle le marché US risque, je pense, à mon avis, d'arriver très fortement dans la zone européenne, dans la zone euro, tout simplement, et notamment en France. Alors, qu'est-ce qui se passe finalement? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, certains d'entre vous, en fait, travaillent un petit peu la tête dans le guidon. J'avais déjà évoqué ces choses-là un petit peu lors de l'hiver dernier, sans avoir la confirmation de ces choses-là. J'avais simplement, moi, relevé plusieurs articles, en fait, où des traders, après ça veut tout dire et rien dire, des informations de traders, ça veut pas forcément dire grand-chose, évoquer le fait de fuir finalement le marché de la tech, et ça remontait au début de l'année, puisque pour eux, les choses étaient un petit peu consommées en matière de spéculation, puisque une partie de leur métier repose dessus, et pour eux, s'engager plus longtemps sur le marché de la tech semblait être vain finalement, ne permettait pas de garantir des revenus supérieurs finalement à ce qu'ils avaient pu acquérir. Et donc certains commençaient un petit peu à regarder plus dans le détail les fondamentaux des entreprises, que normalement, un petit peu à la base, chaque investisseur fait, mais quand on rentre dans un phénomène de bulle, ce qui est, on va dire, un petit peu le cas dans la tech, ce qui a été en tout cas le cas dans la tech, peut-être un petit peu moins maintenant par le fait, mais quand on rentre dans un phénomène de bulle, comme dans la bulle Internet des années 2000, un peu avant 2000, eh bien ce qui se passe, c'est que petit à petit, les investisseurs réagissent, et ça c'est typique du monde de l'investissement, réagissent plus par sentiment que par par des choses factuelles. Et ça, plus la bulle monte, plus c'est le fait qui s'emmagasine le plus. Et au bout d'un moment, finalement, arrive ce qui doit arriver, c'est-à-dire que les sentiments varient de tout l'un à tout l'autre, généralement, dans le monde de l'investissement. Et quand c'est comme ça, la fuite des capitaux est assez massive, et du coup, ça crée l'effondrement d'une bulle. Généralement, c'est ce qui s'est passé pour de nombreuses bulles. Alors, il y a la bulle Internet, l'immobilier US, etc. C'est souvent un petit peu une décorrélation par rapport à la réalité des choses qui s'est passée. Alors ça, on a pu le pressentir un petit peu sur le marché même de la zone euro, puisque c'était assez facile de se rendre compte sur LinkedIn que peu importe qui lançait n'importe quelle start-up sur n'importe quel principe, etc., globalement, il levait des fonds, il se retrouvait avec plusieurs millions d'euros, ça semblait être relativement aisé, même si le travail est relativement difficile, etc. Mais on va dire l'appréciation des fondamentaux, je ne suis pas certain, mais ça c'est mon strict avis personnel, qu'à la fin, les fondamentaux étaient plus ou moins vérifiés, en tout cas sur l'intérêt réel de la société. En fait, arrive un moment, les investisseurs, comme les principales sociétés sur lesquelles ils pouvaient investir, sont déjà à des niveaux élevés, ce qu'ils font, c'est que la première entreprise start-up qui se lance, on investit dedans en se disant, ok, moi je veux quand même y être de la fête, et je prends tout ce qui vient un petit peu. C'est ce qui a pu se passer. D'ailleurs sur LinkedIn, comme je vous l'ai dit, moi je trouvais ça assez étonnant comme phénomène, même intéressant, au-delà de étonnant d'un point de vue réflexion, c'est que quand on voyait les gens donc les CEO, etc., les founders
de startups communiquer sur LinkedIn, c'est ouais, on a réussi à lever, je sais pas, 10 millions d'euros, ce genre de choses. Par contre, ils ne communiquaient plus sur à quoi servait leur société. C'était le mode de communication, c'était de dire bah venez travailler avec nous parce qu'on a réussi à lever de l'argent. Et finalement, je trouve que ça, c'est un peu, c'est pas un paradoxe, mais c'est pas la méthode, on va dire, qui est commercialement logique, hein, finalement, me semble-t-il. Et du coup, voilà, on peut se dire, tiens, c'est un petit peu bizarre, le marché semble quand même fonctionner différemment que sur un marché qui a les pieds sur terre, me semble-t-il. Après, voilà, c'est largement discutable, n'hésitez pas en commentaire à en dire un peu plus. Alors, si on regarde ces fondamentaux aux US, alors c'est même pas des fondamentaux, hein, pour le coup, là on va regarder juste l'état des marchés. Donc le bon moyen de se représenter un petit peu la tech US, c'est de regarder le Nasdaq, notamment l'indice Nasdaq Composite, qui est composé des principales boîtes de tech cotées en bourse, attention, cotées en bourse, mais qui reflète quelque part, on va dire, la tech en général, avec des comportements, même au niveau des startups qui ne sont pas cotées, des comportements encore plus difficiles et délicats par rapport à ce qu'on va évoquer. Donc là, si on prend le Nasdaq, ce qui est intéressant, c'est à regarder, donc là, là c'est la journée, sur l'année. Donc depuis le 1er janvier, attention, il faut bien garder ça en tête, depuis le 1er janvier, on est sur une baisse de 27% du cours de bourse. Donc là, c'est quand même un signal relativement fort, sachant qu'aux États-Unis, le Nasdaq a une connotation très très forte en termes d'indicateurs, puisqu'il représente l'innovation pour le pays, et les investisseurs aux États-Unis sont très très regardants par rapport à ce domaine-là et cet indice-là en particulier. En France, nous on a le CAC 40, on a le SBF, on en a d'autres qui ont été créés plus récemment, mais en fait comme l'historique de ces indices est moins important, finalement c'est quelque chose qui est moins ancré dans la culture que de regarder ces indices. Même le CAC 40 en France, ok, quand il va chuter, on va s'alerter effectivement, mais on n'a pas finalement un regard sur les autres indices aussi attentif que l'ont les investisseurs US et également bien sûr les économistes, etc. Toute la sphère finalement économique qui tourne autour de ça. Donc là, si on prend sur donc depuis le 1er janvier, on se retrouve à moins 27%, ce qui est quand même relativement considérable, hein, ce genre de chute. Alors, on peut regarder dans le détail. On voit que depuis le 1er janvier, effectivement, on a cette baisse de moins 27%, néanmoins, avec des reprises qu'il y a eu, hein, donc des petits sursauts qui ont été réalisés. Donc il y a eu la forte baisse, hein, vous voyez quasiment, on va pas dire continue, mais pas loin d'être continue jusque fin janvier, hein, donc du 1er janvier à fin janvier, ça a été une baisse un peu continuelle. Et puis derrière, une reprise. Avant la reprise, une baisse cette fois-ci un petit peu plus crescendo, c'est-à-dire avec des choses qui ont été plus éparses et petit à petit des annonces de sociétés indiquant que ça se passe pas très bien, mais au coup par coup. Donc du coup, c'est pour ça qu'on se retrouve avec des choses qui varient un petit peu. Des fois des sociétés qui ont des effets, ça c'est lié à la bourse, hein, qui ont des effets boule de neige, c'est-à-dire que si une société majeure du secteur, reconnue dans le secteur, ou identifiée comme valeur représentative du secteur, annonce quelque chose, on peut se dire, en tout cas les investisseurs anticipent que d'autres sociétés vont avoir ce comportement-là. D'autres sociétés, c'est pas le cas. Donc là, on va se retrouver avec des choses plus en sursaut. On a une reprise ensuite à mars, avec quelques articles d'ailleurs côté US qui mentionnait les investisseurs commençaient à se dire finalement est-ce que c'est pas le retour de la hausse, est-ce que c'est pas le moment où il faut y retourner. Et puis est venue quand même la crise ukrainienne qui s'est relativement inscrite dans le temps également, qui a montré que les signaux de la croissance étaient pas terribles. La Chine, elle était en parallèle toujours dans son bourbier, on va dire, lié au Covid et à la production notamment aussi de matériaux électroniques, ce qui freine globalement quand même l'économie un petit peu mondiale. Et derrière, du coup, on a une rechute qui a été reprise, et cette fois-ci de manière plus marquée jusqu'à l'entrée de la période estivale.
souvent l'été, il se passe en bourse une période relativement, on va pas dire stable, mais en tout cas avec des volumes qui sont plus faibles, parce que les investisseurs, certains d'ailleurs partent en vacances, donc du coup vendent leurs positions, sortent des positions, et c'est pas forcément là où il y a le plus de volume de mentionné. Néanmoins, quand il y a des annonces importantes, et là ça a été le cas, il y a eu plusieurs annonces, donc avec notamment des choses relativement positives, des investisseurs marquants qui ont investi sur des sociétés ou qui ont mentionné le souhait d'investir dans les sociétés. Il y a eu une petite reprise, petit rebond, et puis finalement d'autres annonces qui ont malheureusement entraîné le Nasdaq au plus bas, vous voyez, au 17 juin à peu près. Alors petit à petit, le marché s'est repris. Avec voilà, toujours des discussions au cours de l'été. On a eu des retours, plus ou moins des retours de Musk dans l'investissement dans ces domaines-là, et voilà, on sait que Musk est investi dans Tesla, effectivement. Tesla a une haute valeur innovation, même si c'est c'est une société tech, mais même si elle repose sur l'automobile. Derrière, donc on se retrouve avec une reprise qui s'est fait, les investisseurs qui se sont dit tiens, on va peut-être y retourner, et finalement à la mi-août, ça a été la dégringolade. Alors pourquoi ? Parce que tout simplement la Fed, donc la banque centrale américaine, qui donc d'un point de vue plus global, cette fois-ci pas au niveau de la tech, a mentionné qu'elle allait relever son taux directeur. Et ça, c'est un phénomène qui est au niveau des États-Unis, surtout quelque chose qui est très très rare. Et derrière, ça a entraîné tout simplement. Alors, à savoir que la Fed, à chaque fois qu'elle relève son taux directeur, c'est vraiment qu'il y a une situation extrêmement critique qui se passe pour le pays. C'est quelque chose qu'ils n'aiment pas faire aux États-Unis d'un point de vue monétaire, parce que derrière ça peut faire perdre de la valeur, de l'équilibre au niveau du dollar. Et derrière, c'est quelque chose qu'ils font de manière très rare. Leur but en plus étant d'exporter. Donc voilà, ils ont quand même un système qui globalement ils évitent de le faire au maximum, sauf quand la situation l'exige, notamment l'inflation qui court au niveau mondial, et des indicateurs qui sont vraiment extrêmement mauvais sur qui annoncent une deuxième partie d'année relativement difficile, et du coup la Fed a relevé son taux même supérieur aux attentes qu'avaient prévu les analystes. Et ça, c'est quelque chose qui est très marquant, notamment en bourse, c'est-à-dire que généralement les analystes arrivent à se dire ok, au maximum ce sera ça, ils prennent une petite marge de sécurité, ils arrivent un petit peu à anticiper les choses, et finalement les marchés avaient déjà ont généralement anticipé l'évolution du taux directeur en question, à la hausse ou à la baisse. Bien là, c'est un petit peu la douche froide, c'est-à-dire que la hausse du taux directeur, donc on parle bien d'une hausse en plus, donc c'est vraiment pas bon, a été supérieure finalement à pas mal d'attentes d'analystes, et du coup rechute très très forte cette fois-ci du Nasdaq, qui vient confirmer que la deuxième partie de l'année va être extrêmement difficile. Alors à cela, si on s'immerge un petit peu plus dans le domaine de la tech, qu'est-ce qui se passe ? Si on regarde, on fait une recherche un petit peu rapide, vous allez pouvoir vous taper Tech Layoff 2022 US, vous allez trouver plein d'informations, il y a vraiment beaucoup de choses. Par exemple ici, on va retrouver un tableau des principales boîtes de la tech qui font des licenciements. Alors attention, ça ne veut pas dire que les autres années, il n'y a pas de licenciements non plus. De la même manière que l'indice Nasdaq Composite, si on le regarde, là on l'a pris depuis le 1er janvier, si on le regarde que sur un an, vous voyez que la baisse peut varier un petit peu. Si on le prend sur 5 ans, vous voyez que finalement, sur 5 ans, on reste à plus 80% du Nasdaq Composite. Sauf que le Nasdaq Composite, lui, qu'est-ce qu'il représente ? Il représente des sociétés d'innovation sur des tranches relativement courtes. Donc l'évaluer sur une large période, c'est pas forcément, en tout cas, la manière dont les investisseurs le pratiquent. Même si un investisseur lambda peut le pratiquer comme ça en se disant ok, moi je place à ce moment-là parce que je suis vraiment tout en bas. Par exemple, si j'étais là et que j'en arrive à 11 000 points, bien sûr ça sera tout à fait bénéfique, mais néanmoins la pratique c'est plutôt sur des échéances courtes, donc du coup c'est pas forcément comme ça qu'il faut le regarder. Et là, l'année 2022, généralement en plus on regarde à l'année, puisque ça donne un indicateur sur comment se comporte le marché sur cette année, et notamment donc la tech dans notre cas de figure. Alors là, il y a pas mal d'annonces. On retrouve, alors
des petits licenciements, vous voyez, du PayPal 0,27, ça représente rien du tout, quoi, le nombre d'effectifs concernés, ça représente très peu. On trouve iRobot, alors c'est une société qui est un petit peu marquante, donc alors elle est qualifiée, vous voyez, sur robotique IA, en fait c'est des aspirateurs, quoi, grosse partie aspirateurs robots, quoi. Donc là vous voyez 10% des effectifs déjà. Shopify, hein, ça peut vous parler comme nom, on parle de 1000 personnes licenciées, 10% des effectifs. Ça c'est une annonce au 26 juillet. Vous voyez tout ce que je vous dis là, hein, donc iRobot, 5 août. Donc on retrouve la période un petit peu de baisse là qui commençait alors où est-ce qu'on est situé, voilà, 5 août, on doit être par là. Donc on se retrouve avec des hop là, on est plus par là, on va se retrouver avec des creux qu'on va retrouver derrière. Et puis ça n'empêche pas le marché de monter, hein. Comme je vous disais, il y a des sociétés qui sont vraiment représentatives et la baisse qui a été ici, hein, finalement donc si on regarde, hop, je vous ai ressorti, voilà, un article. Voilà, donc là ça date du 29 août. Vous voyez que la manière dont c'est mentionné, est-ce que les tech, donc les actions de sociétés technologiques vont-elles encore brûler, donc chuter, hein, dans le sens, ça veut dire qu'en fait les investisseurs quelque part quand ils ont revu cette hausse montée là avant l'annonce du taux directeur de la Fed, ils étaient peut-être à revenir sur le marché, en tout cas certains hésitaient peut-être à revenir sur le marché finalement. Derrière, donc du coup, on se retrouve avec des sociétés, alors que je vous en trouve quelques-unes, mais on va retrouver notamment, on va le faire comme ça, je crois que, donc on va retrouver bien sûr Netflix, Netflix qui a marqué l'année fortement. Hop, alors, est-ce qu'on va la retrouver? Pas dans le détail ici. Alors, Netflix a fait 2 annonces, hein, de licenciements. Je sais plus le pourcentage exact, mais quelque chose d'assez important. Alors, si on regarde du coup l'indice de Netflix, hop, si je me remets ici, voilà, on va reprendre Netflix. Donc on va le regarder sur l'année, et là on voit moins 63%, c'est considérable, moins 63%, c'est quelque chose d'important. Si on le regarde sur un an, on est à moins 62%, vous voyez qu'on est donc sur une période un petit peu plus large, on n'est vraiment pas bon, ça veut dire qu'elle était déjà élevée avant, et sur 5 ans, là c'est là où c'est vraiment pas bon pour une boîte de tech basée sur l'innovation, etc. C'est qu'on voit que Netflix, alors pour diverses raisons en plus, Netflix, donc il y a, on va dire, la tempête actuelle, initiée depuis le début de l'année, et au-delà de ça, donc il y a les aspects de droit, de problématiques de retour sur la publicité, donc qui a été un signal qui a perturbé en fait, parce que c'était un des fondamentaux de Netflix de jamais mettre de pub et de se baser uniquement sur l'abonnement qui était relativement bas. Là ils sont en train de rebattre les cartes, donc forcément les investisseurs voient ça d'un œil différent et se disent dans la concurrence actuelle qu'il y a vis-à-vis des gros fournisseurs que sont derrière les Prime, les Disney+, et Apple qui vient de se lancer également, voilà, ça génère quand même beaucoup de zones d'ombre sur l'avenir de Netflix, et là vous voyez qu'ils sont revenus à des niveaux de 2018, donc ce qui est vraiment pas bon, parce que par rapport à malgré tout quand même, ils ont quand même une masse de clients qui a été accumulée depuis ce temps-là, et derrière, eh bien ils arrivent plus à capitaliser, en tout cas à redonner confiance aux investisseurs dans ce domaine-là. On va retrouver également qu'il y a une société comme Nutanix, bah ouais, je peux pas le rechercher, tiens, c'est dommage. On va retrouver Nutanix aussi également. Donc là c'est intéressant parce que j'aurais pas parié sur ce genre de comportement-là. Une société comme Nutanix qui licencie, donc qui repose quand même sur l'hébergement au niveau des data centers, qui est assez intéressant avec l'hyperconvergé, etc. Et finalement, bah ça marche pas, ça le fait pas. Donc ça c'est assez étonnant. Dans les autres, on va retrouver Lyft aussi, qu'on retrouve dans la tech de temps en temps. Vous avez dû voir passer des choses de Envoy, Lyft, ce genre de choses. Donc qui licencie également. Vous en avez plutôt pas mal. Je vais mettre les liens dans la description de la vidéo. Et puis un autre gros fait marquant, c'est Robinhood avec 30% de licenciement. Alors là, Robinhood, je vous invite à aller regarder dans le détail, hein, plus exactement, mais en fait c'est une société, c'est un peu le comment on va dire, le symbole même, hein, avec une société qui a embarqué les cryptos, donc les cryptos, hein, derrière, et donc basée sur la finance, très très novatrice en tech.
donc qui a flambé d'un seul coup, hein, elle pesait 6 milliards, et derrière, grosse annonce de licenciement, une société qui a perdu pied complètement, alors que les investisseurs louaient à large mot sur cette société, anticipaient vraiment une superbe société, etc., qui allait changer, qui allait être fortement présente dans le domaine de la tech. On retrouve Groupon, moins 15% d'effectifs. On va retrouver vraiment beaucoup de sociétés, hein, et donc des sociétés. Donc on retrouve Coinbase aussi, qui va en parler pour certains, 18%, donc 1100 personnes quand même. Et vous voyez là, c'est des sociétés qui sont pas si vieilles que ça, et qui pour autant, donc vous voyez les tailles quand même de croissance en nombre d'employés qui ont été importants, parce que là on parle de 18%, c'est 1100 personnes, donc ça veut dire des sociétés qui représentent 5000 personnes, etc. Et derrière, qui encaisse le coup, hein, basé sur la crypto, donc très très sensible au marché de la tech et donc aux variations à prix en tenaille entre d'un côté les annonces de la Fed sur l'économie d'un point de vue général et en même temps sur le marché de la tech qui était pas non plus bien vivifiant. Donc Lyft, on en a parlé un petit peu. Donc il y en a beaucoup d'autres, hein. Je vous laisserai regarder, il y en a énormément. Après, attention, hein, comme je vous dis, c'est à prendre avec des pincettes. Sneak, par exemple, donc intéressant, 5%, donc 30 personnes. C'est pas très significatif, mais cybersécurité, hein, je sais pas si vous voyez sur LinkedIn, on voit souvent de la pub dessus. Derrière, ça, c'est assez étonnant parce que derrière, quand on voit d'un point de vue communication, on se dit c'est la société, faut être dedans, faut travailler avec eux ou je sais pas quoi, et puis finalement là on s'aperçoit à côté licenciement quoi. Donc finalement, il faut faire son tri peut-être. Je dis pas que ça se passe mal, mais voilà, Vimeo qu'on retrouve, 6%, 72 personnes quand même. Alors il y a des annonces aussi au niveau de Oracle, par exemple, des grosses sociétés comme Oracle. Si on parle des grosses sociétés qu'on va pas forcément revoir ici, alors on a Meta, hein, également qui a été très fortement chahuté, Twitter énormément chahuté, alors lié aux annonces de Elon Musk, mais pas que, hein. De toute façon Twitter ça fait quand même des années où leur modèle cherche un petit peu d'air pour essayer de retrouver un petit peu de liquidité et prouver sa rentabilité. Donc ça c'est toujours la difficulté, on va dire un petit peu de Twitter, en tout cas me semble-t-il. Donc vraiment pas mal de sociétés qui ont été chahutées. Donc Robinhood, on en a parlé également. Il y a d'autres articles, hein, donc on va retrouver ici un autre article qui va parler de Meta, donc 60 posts ici. Il y a plus que 60 posts parce qu'il y a eu vraiment plusieurs annonces sur Meta. Meta étant la difficulté, d'ailleurs ça fait même depuis très tôt dans le début de l'année où ça a commencé un petit peu à grincer des dents, c'est-à-dire que je crois que les montants investis dans le métaverse, donc c'est quelque chose comme 10 milliards chez eux. Et les investisseurs au début ils croyaient un petit peu, et quand ils ont vu les premières images, un petit peu le packaging qui allait avec, les investisseurs ont commencé à se dire mais on a mis 10 milliards là-dedans, des doutes un petit peu sur l'avenir possible de Meta par rapport à ça, puisque Meta, le métavers c'est quand même une solution, on va dire, de rebond pour une société qui est relativement en perte de vitesse, hein, au niveau de Facebook, avec toutes les difficultés donc de privacy ou autre, mais en même temps elle se retrouve, elle a besoin de se renouveler, et ça c'est assez délicat. Apple qu'on retrouve également, on en retrouve pas mal. Difficile à dire après pour certaines sociétés, hein, par exemple si on prend Apple, je crois que c'est combien, 100 personnes. 100 personnes, c'est pas forcément hyper significatif sur une société comme la taille d'Apple, hein, faut pas être parmi les 100, hein, c'est clair, mais derrière ça peut être des fois du repositionnement, une restructuration. Par exemple, si on prend Tesla, alors il y a deux choses dans Tesla, dans ce qui s'est passé au niveau de Tesla. Il y a l'annonce d'Elon Musk de dire moi je veux licencier 10% des effectifs parce que ça le fait pas quoi, difficulté à produire, donc lié à la matière première, etc. Peu importe.
Et deuxième annonce, c'est de se dire, voilà, la branche autopilote de Tesla, a priori ça avait pas l'air de le faire pour Elon Musk, en tout cas les résultats obtenus, etc. Et en gros, bah voilà, je vire toutes les personnes de la branche autopilote si j'avais à peu près compris les choses. Dites-moi ce que vous en avez retenu vous en commentaire. Mais voilà, donc renouvellement de l'équipe autopilote. Et j'ai l'impression que Tesla s'est rendu compte qu'en fin de compte, en tout cas Musk, en tout cas les équipes dirigeantes se sont rendu compte que l'autopilote, c'était en tout cas les hauts niveaux, donc je sais plus comment c'est, level 4 et 5 d'autopilote, c'est un peu plus compliqué à réaliser que réellement il l'avait peut-être imaginé, je ne sais pas. On découvrira, on en saura un petit peu plus pour la suite, c'est assez intéressant. Ouais, donc là, si on en revient, voilà, vous voyez, 18 mai, ce qui est le genre de titre qui sortait, c'est est-ce qu'on en est venu un petit peu à la fin de l'argent facile dans le domaine de la tech au niveau des compagnies de la Silicon Valley, et on peut faire un petit peu le parallèle en France également. C'est quelque chose qui est, voilà, si on reprend les licornes françaises, je trouve que c'est assez symbolique, les licornes pour le coup. Pourquoi ? Parce que rien que par la définition même d'une licorne, je trouve que ça lève pas mal d'interrogations. C'est-à-dire que une licorne, c'est quoi ? C'est une société qui date de moins de 10 ans à peu près, je crois que c'est repris dans l'article, moins de 10 ans, et qui est valorisée à 1 milliard avant son entrée en bourse, qu'on va dire, ou à la porte de l'entrée en bourse, qu'on va dire, grosso modo. Valoriser 1 milliard, ça veut pas dire que la société est rentable, ça veut pas dire qu'elle gagne de l'argent, ça veut pas dire non plus qu'elle a une bonne gestion, c'est juste, ça veut dire qu'elle est capable de lever beaucoup de fonds. Et qui dit lever beaucoup de fonds dit il faut quand même être un petit peu crédible, on va pas juste garder les fonds comme ça et les fumer auprès de la piscine, c'est aussi en même temps embaucher, utiliser cet argent de manière à avoir des infrastructures, montrer que voilà, on en veut, on y est, etc. Mais ça c'est une chose, mais ça veut pas dire que le modèle pour autant il est confirmé, quoi. Et derrière, ces sociétés-là généralement lèvent des fonds, relèvent des fonds, relèvent des fonds. Alors finalement, elle joue elle joue également sur la concurrence sur ces aspects-là, me semble-t-il. C'est-à-dire qu'en fait, même s'il y a, alors comme c'est des licornes, généralement elles sont sur des choses un petit peu plus innovantes. Néanmoins, elles n'ont pas trop à se préoccuper des soucis d'argent, me semble-t-il. Et derrière, elles se retrouvent à pouvoir jouer un petit peu de concurrence face à d'autres acteurs, sans se poser ces questions-là. Et me semble-t-il, je pense que c'est un peu la délicatesse de la manière dont la licorne est définie. Alors le terme licorne, je le déteste au plus haut point. Voilà, pour moi, en plus, c'est fou, c'est qu'au début on peut en rire parce qu'on peut se dire tiens, c'est l'animal mythique. Donc le but de quelque chose qui est mythique, c'est de ne jamais exister ou qui n'a jamais existé. Là, on prend ce terme-là pour montrer le meilleur de nos entreprises. Je trouve ça extrêmement dommage. Alors il y a des très bonnes licornes, il y en a des moins bonnes, ou en tout cas des plus délicates. Alors là on parle de Mano Mano, par exemple. Mano Mano, moi je trouve que c'est effectivement une très très belle société. A-t-on besoin de qualifier ça de licorne ? Donc là c'est tout de suite le truc, bon, on voit, c'est un élément de communication. À titre perso, les recruteurs qui m'abordent, ça a déjà été le cas, en me disant en plus c'est une licorne, à titre perso ça m'intéresse vraiment, mais pas du tout. Voilà, donc derrière on avait parlé également un petit peu de Tesla, donc la branche autopilote. Voilà un petit peu le scénario. Derrière, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'on peut un petit peu sentir les choses ? C'est qu'en Europe, ça va être extrêmement délicat. Alors on reviendra un petit peu sur ce qui se passe sur le marché de l'électricité à l'heure actuelle, à savoir que la difficulté principale, les difficultés principales en France à l'heure actuelle, c'est la maintenance du parc. Donc on fonctionne à moins de la moitié des centrales nucléaires qui fonctionnent. En même temps, c'est le gaz russe qui est coupé, donc qui va engendrer des problèmes d'énergie liés sur le gaz en particulier, mais avec des effets bien sûr des effets indirects.
Et également, c'est donc du coup le marché du gaz qui s'est mis à flamber, c'est le cas de le dire. Et par ailleurs, donc c'est la grande idée qu'a eu l'UE, l'Union européenne, c'est d'indexer le prix de l'électricité sur le prix du gaz. Ce qu'ont refusé deux pays, donc le Portugal et l'Espagne, mais ce que les autres pays ont conservé. Donc a priori, il y avait eu des négociations pour essayer de faire en sorte qu'on ne l'ait pas, je crois, mais néanmoins on l'a, et donc derrière, à l'heure actuelle, le Portugal et l'Espagne se portent plutôt pas trop mal vis-à-vis du coût de l'électricité. Par contre, au niveau France, ou d'autres pays d'ailleurs, on déguste plutôt pas mal. Alors au niveau particulier, je pense qu'on est couvert un petit peu à la fois sur du bouclier tarifaire et sur des contrats qui peuvent aider. Après, attention, il y a déjà des sociétés, donc les sociétés un petit peu novatrices en termes de marché, de marché intermédiaire, hein, c'est-à-dire de revente d'électricité. Celle-ci, il y en a déjà certaines qui ont dit nous de toute façon on va pas y arriver, donc on annonce à nos clients que de toute façon on va mettre la clé sous la porte, c'est fini, ciao, bonsoir. En tout cas on arrête parce qu'on sait que c'est ingérable, hein, puisqu'en fait ils vont avoir des contrats souscrits par des clients qui sont à une valeur X, et puis derrière l'achat de l'électricité qui va être à des niveaux tellement importants qu'ils vont pas pouvoir couvrir les choses. En tout cas moi c'est ce que j'en retiens. Derrière, pour les entreprises, c'est un peu plus délicat parce que ça va vraiment dépendre des contrats passés, et des fois elles sont moins bien couvertes, on va dire, que les particuliers, avec l'aspect pas de bouclier tarifaire, ce genre de choses. Donc ça va être extrêmement délicat parce qu'on parle sur des augmentations qui sont pas anodines. On parle de choses avec des multiples de fois 2, 3, 4, 5, 6, voire plus. Donc ça va être quelque chose de compliqué. En ce moment, l'UE réfléchit à désindexer par rapport au gaz, etc. L'idée fait son chemin. Espérons qu'une solution soit trouvée, parce que ça va être très très embêtant. Sur les data centers, par exemple, ça peut être un point critique, puisque le coût de l'électricité pour un DC, pour un data center, est extrêmement important sur les charges qui lui revient. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Donc voilà, après c'est le coût, on peut se dire tiens ça va être un coût pour la sobriété, effectivement, donc sobriété pour l'énergie, sobriété peut-être pour le climat. Néanmoins la manière dont ça se passe, c'est pas forcément la manière la plus pédagogique, la plus facile, avec des gens qui vont pas forcément avoir les moyens de payer leurs factures en fin de mois, avec derrière peut-être aussi de la sobriété en termes d'emploi, et ça peut faire une casse assez énorme, sachant que notre société actuelle repose sur l'énergie, la croissance de nos sociétés repose sur l'énergie, principalement énergie fossile, mais quand on envisage de quitter le gaz et de quitter le pétrole et de se retrouver sur l'électricité, il faut avoir des fondations bien posées, et là malheureusement on démontre un peu le contraire, ce qui est dommage parce que finalement on a tout ce qu'il faut, là on joue de malchance sur la maintenance notamment du parc, ce qui est très dommage. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à en parler autour de vous, et moi je vous dis à très bientôt sur Xavki.